Je n'avais jamais aimé les fleurs d'intérieur, elles fanent trop vite, elles mentent. Mais ce soir-là, en rentrant de l'atelier, j'ai glissé dans un vase un bouquet d'oiseaux mauves, un peu tardif, un peu froissé, de la lavande. Une cliente me l'avait offert, comme on donne un talisman à une veuve qui fait semblant de tenir debout. À Lyon, l'air de décembre a cette façon de vous mordre sans bruit. Dans ma petite rue près de la Croix-Rousse, on sent encore, certains matins, l'odeur des étoffes humides et des cafés qui ouvrent tôt. Et moi, je rallume la lumière de mon Xung Mei familial, mon atelier, comme on rallume une maison vide. Je travaille seul depuis 2 ans, depuis Jacques. Jacques, il avait des mains qui savaient calmer les tissus rebelles. Il disait toujours que la soie, c'est comme les gens, il ne faut pas tirer. Il faut comprendre où ça coince. Après sa mort, je me suis mise à coudre plus lentement, comme si chaque point pouvait recoudre aussi le silence. Mon seul fil tendu vers l'avenir, c'était Adrien, mon fils. Adrien, 34 ans, Paris, la finance, les costumes qui coûtent plus cher que mes machines et cette voix au téléphone le dimanche qui faisait semblant de ne pas être fatigué. Il me disait « Ça va maman, ne t'inquiète pas ». Et moi je répondais « Bien sûr ». On ment toujours un peu aux gens qu'on aime pour ne pas leur ajouter du poids. Ce jour-là, l'atelier était encore chaud. J'avais fini une retouche sur une robe de cérémonie, un satin ivoire, une fermeture invisible, un ourlet qui tombait juste. J'avais fermé la caisse, rangé les épingles dans leur boîte, essuyé mes lunettes, et je me suis autorisé une soupe, debout, dans la cuisine minuscule derrière la boutique. Le téléphone a sonné. Pas le mien, le fixe. Celui qu'on n'utilise plus que pour les rendez-vous et les factures. J'ai eu, je ne sais pas, une petite pointe, comme quand on sent qu'une couture va lâcher. Madame Hélène, Morel? La voix n'était pas celle d'Adrien. Elle était trop professionnelle, trop claire. Une voix d'hôpital. Oui, c'est moi. Je vous appelle des hospices civils de Lyon. Votre fils Adrien a été admis aux urgences après un accident de la route. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je regardais la lavande dans le vase. Elle tremblait légèrement, ou peut-être que c'était ma main. Un accident? Comment? Il est vivant, madame, mais l'impact a été important. Il présente une atteinte neurologique. Nous craignons une paralysie partielle. Il faudrait que vous veniez dès que possible. Le mot paralysie a fait un bruit sec dans ma tête, comme une paire de ciseaux qu'on laisse tomber. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas pleuré. Mon corps a simplement obéi. J'ai attrapé mon manteau, mes clés, mon sac. J'ai éteint toutes les lumières de l'atelier avec une précaution absurde, comme si l'atelier pouvait prendre feu si je faisais vite. J'ai laissé sur la table la soupe à moitié froide. Dehors, la ville roulait. Des phares, des bus, des gens pressés. Je me suis retrouvée dans le métro, ligne A, sans vraiment me souvenir d'avoir composté. Les stations défilaient comme des points sur une couture trop longue. Bellecour, puis Perrache, et cette sensation étrange que Lyon, d'un seul coup, devenait un décor indifférent. Aux urgences, l'odeur m'a frappée. Désinfectant, plastique, fatigue humaine. J'ai donné son nom à l'accueil. On m'a fait attendre sur une chaise en métal. On m'a parlé d'examen, de scanner, de surveillance. Je buvais leurs mots comme on boit une eau trop froide, en essayant de ne pas tousser. Et puis enfin, on m'a conduite dans un couloir. On m'a dit « chambre 302 ». 302. Je m'en souviens comme d'un numéro gravé dans l'os. Quand j'ai poussé la porte, Adrien était là. Mon Adrien. Allongé. Pâle. Un hématome violet près de la tempe, des électrodes, une perfusion et ses jambes immobiles sous le drap. Il a tourné la tête vers moi. Il a souri très légèrement, comme un enfant pris en faute, et il a murmuré « Maman ». À ce moment-là, j'ai senti mon cœur faire quelque chose de déraisonnable. Il s'est mis à battre trop fort, comme s'il voulait sortir pour aller le protéger. Je me suis approchée, j'ai posé ma main sur ses cheveux. Ils étaient encore tièdes. Je lui ai demandé si ça faisait mal. Il a dit non. Il a dit que c'était surtout dans les jambes, qu'il ne sentait pas bien, qu'il avait peur. Alors j'ai fait ce que font les mères quand elles n'ont plus de mari, plus de filet, plus de force visible. J'ai souri aussi. On va traverser ça, Adrien. On va traverser. Il a fermé les yeux comme soulagé. Et moi, je suis restée assise à côté du lit, sans enlever mon manteau, sans regarder l'heure. La nuit a commencé à tomber derrière les stores. Dehors, Lyon continuait sa vie. Les terrasses, les klaxons, les pas rapides.
Et moi, je venais d'entrer dans une autre ville. Une ville intérieure, faite de peur, de perfusion et de cette lavande tardive que je sentais encore sur mes doigts comme un parfum qui s'obstine. Je ne le savais pas encore, mais ce n'était pas l'accident qui allait me briser. C'était la vérité. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, ou alors par morceaux, comme on s'assoupit dans un train trop bruyant. La chambre 302 avait une lumière qui ne s'éteignait jamais vraiment. Un halo pâle, posé sur les draps, sur le visage de mon fils, sur mes mains, qui cherchaient quelque chose à faire pour ne pas trembler. Adrien avait reçu des calmants, il parlait peu, il disait surtout « Je suis fatigué » et je lui répondais « Repose-toi ». C'était notre nouvelle langue, une langue de prudence, beurre, de phrases courtes pour ne pas casser. Le matin, un médecin est passé. Il a parlé de traumatisme, d'imagerie, de rééducation à envisager. Il a dit que l'atteinte pouvait être incomplète, qu'il fallait attendre. Attendre. Ce mot-là, je l'ai toujours détesté. Dans l'atelier, on n'attend pas. On mesure, on coupe, on épingle, on agit. Mais ici, on attendait. Je suis sortie dans le couloir pour respirer. J'ai appelé l'atelier, j'ai laissé un message à ma voisine, celle qui m'aide parfois à ouvrir. Je ne sais pas combien de temps, je te rappelle. Ma voix semblait venir de quelqu'un d'autre. La journée s'était tirée. Des soignants entraient, sortaient, des bips, des chariots, des pas qui glissent. Et moi, je guettais chaque micro-expression de mon fils, chaque grimace, chaque soupir, comme si ma vigilance pouvait faire repousser des nerfs. En fin d'après-midi, il a demandé de l'eau. Puis il a demandé son téléphone. « Il est où, mon portable ?» a-t-il murmuré. Je l'ai cherché dans son sac au pied du lit. Il n'y était pas. J'ai pensé qu'on l'avait gardé à l'accueil ou mis en sécurité. Je lui ai dit qu'on verrait plus tard. Il a eu un mouvement d'irritation très rapide, puis il s'est recomposé comme on remet un masque. « D'accord, maman, laisse. » Cette petite dureté m'a piqué. Pas parce qu'elle était méchante, parce qu'elle était inhabituelle. Adrien, même adolescent, avait toujours eu une politesse presque trop parfaite, une manière de ne jamais froisser. Là, il y avait une nervosité, une impatience, comme si quelque chose l'appelait de l'intérieur. La nuit suivante, je me suis autorisée à descendre prendre un café à la machine du rez-de-chaussée. Un café d'hôpital, amer, brûlant, qui sent le plastique. J'avais besoin de bouger, de marcher, de sentir mes jambes, moi pour deux. Le couloir était presque vide. Une porte claquait au loin, et près de l'ascenseur, j'ai heurté quelqu'un. « Pardon, pardon, madame. » Une jeune fille, une blouse trop grande pour elle, des yeux cernés, un foulard discret, noué avec soin. Elle devait être stagiaire ou aide-soignante en formation. Elle a ramassé vite ce qu'elle avait fait tomber. Un petit carnet, un stylo, un paquet de gants. Je l'ai aidée instinctivement. « Ça va ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête, mais ses mains tremblaient. Pas de fatigue ordinaire. Une peur. Je suis désolée, a-t-elle soufflé. Son accent était léger, lyonnais mêlé d'autres choses. Le Maghreb, je l'ai reconnu sans savoir exactement d'où. Une musique de phrases. Je lui ai souri pour la calmer. Ce n'est rien, on est tous un peu cassés ici. Elle a relevé les yeux, et là, ah! Son regard s'est accroché au mien comme une main qui attrape une rambarde. Elle a regardé autour, très vite, comme si quelqu'un pouvait surgir. Puis elle a fait un pas, juste un, et elle a glissé quelque chose dans ma main, un morceau de papier, un bout d'ordonnance arraché, déchiré au coin. Il y avait des chiffres, des noms de molécules, et au dos, une phrase écrite à la hâte, en lettres nerveuses. Je l'ai lue sans comprendre tout de suite, puis je l'ai relue et mon estomac s'est serré. « Madame, la vérité n'est pas dans les jambes, elle est dans le téléphone sous l'oreiller. Observez quand les cloches de Saint-Jean sonnent midi. » J'ai levé les yeux. « Qu'est-ce que ?» La jeune fille a secoué la tête, presque violemment comme pour m'empêcher de parler. « Chut, je ne peux pas, je ne devrais pas, a-t-elle murmuré. Elle avait la respiration courte. « Pourquoi vous me donnez ça ?» ai-je insisté, très bas. Elle a avalé sa salive. « Parce que je vous ai vu hier. Vous êtes sa mère. Et parfois on sait, on voit. » Ses yeux se sont embués. « Je ne veux pas d'ennui, je veux juste que vous ouvriez les yeux. » Elle a reculé déjà, comme si le couloir lui brûlait les pieds. « Attendez, votre prénom ?» Elle a hésité une fraction de seconde. « Samira » a-t-elle soufflé. Puis elle a disparu derrière la porte des escaliers, avalée par le bruit. Je suis restée là, avec mon gobelet de café, le papier froissé dans la main,
et une sensation glacée dans la nuque. Saint-Jean, midi, les cloches, la basilique surplombant le vieux lion. Je connaissais ce son depuis toujours, un son qui rassure les gens, qui dit « la ville tient bon ». Mais là, ce son devenait une consigne, une date de rendez-vous avec quelque chose que je n'étais pas prête à voir. Je suis remontée dans la chambre 302. Adrien dormait, sa bouche entr'ouverte, son visage redevenu celui de mon petit garçon malade. Je me suis approchée, doucement, et j'ai glissé ma main sous l'oreiller. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait tout de suite. Peut-être parce que le papier me brûlait, parce que je voulais prouver que c'était absurde. Parce qu'une mère préfère toujours que le danger soit dehors, pas dans le lit de son enfant. Mes doigts ont touché du plastique, un angle lisse, un téléphone. Je l'ai retiré très lentement, comme on retire une lame d'un tissu précieux. L'écran était noir, verrouillé. Je l'ai reposé, j'ai remis l'oreiller en place. Adrien n'a pas bougé. Et moi, je me suis assise. J'ai regardé l'horloge de la chambre. Les secondes défilaient impassibles. Midi. Les cloches de Saint-Jean. Il restait des heures pour apprendre à respirer, sans laisser paraître que sous la douceur d'une mère venait de naître une surveillance, silencieuse, tranchante. Je n'ai rien fait, rien pendant des heures. J'ai joué le rôle qu'on attendait de moi. La mère assise, la mère patiente, la mère qui apporte de l'eau, qui ajuste le drap, qui sourit quand on la regarde. À l'intérieur pourtant, quelque chose s'était déplacé. Un fil avait été tiré, doucement, mais il ne tenait plus. À midi, les cloches de Saint-Jean ont sonné. Un son clair, ancien, qui traverse Lyon comme une respiration collective. Adrien a sursauté très légèrement. Pas un sursaut de douleur, non, un réflexe. Ses doigts ont bougé sous le drap. Puis il s'est figé comme s'il se souvenait soudain de son rôle. Je n'ai rien dit. L'après-midi s'est étiré. Une infirmière est venue vérifier les constantes. Un kinésithérapeute a parlé de stimulation passive. Adrien hochait la tête, docile. Trop docile. Il me regardait parfois comme pour vérifier si j'étais encore là, si j'étais toujours dupe. La nuit est tombée. Cette nuit particulière des hôpitaux, faite de chuchotements, de pas feutrés, de portes qui s'ouvrent sans prévenir. J'ai fait semblant de dormir sur le fauteuil. J'ai fermé les yeux. J'ai respiré lentement, très lentement. Vers 2 heures, quelque chose a changé. Un bruit léger, un froissement, puis le silence. J'ai entrouvert les paupières à peine. Adrien était assis au bord du lit. Ses pieds touchaient le sol. Mon cœur s'est arrêté, littéralement. Une seconde de vide. Il est resté immobile, comme pour écouter la chambre elle-même. Puis il s'est levé, sans aide, sans hésitation. Il s'est redressé, s'est étiré légèrement, comme quelqu'un qui a trop longtemps simulé l'inconfort. Ses jambes le portaient. Bien, trop bien. Il a fait 2 pas, puis 3. Il a marché. Je sentais le sang battre dans mes tempes. J'avais envie de crier son prénom, de lui dire d'arrêter. Mais mon corps est resté figé, comme si la vérité exigeait le silence. Adrien a glissé la main sous l'oreiller. Il a pris son téléphone. L'écran s'est allumé, éclairant son visage d'une lumière froide, presque dure. Ce n'était plus le visage d'un patient. C'était celui d'un homme pressé. Il a murmuré, d'abord. « Oui, je peux parler. » Il s'est éloigné près de la fenêtre. Il a baissé la voix, mais pas assez. « Non, tu ne comprends pas, c'est plus grave que prévu. Le fond s'est effondré. Les vignes en Bourgogne, c'était du vent. Et l'immeuble à Montreuil, une catastrophe. On est exposé jusqu'au cou. » Un silence. Puis il a repris, plus sec. « Bien sûr que non, je ne peux pas vendre maintenant. Ah, si, justement, il y a l'atelier de ma mère, à Lyon. Ça vaut quelque chose, bien placé, du cachet. » Je sentais chaque mot tomber en moi comme une pierre dans l'eau. « Elle est fragile, » a-t-il ajouté, presque avec lassitude. « Veuve, attachée au passé. Mais si je joue bien, la peur, la maladie, elle signera. Elle n'aura pas le choix. » Il a ri. Un rire bref, étouffé. Un rire que je ne lui connaissais pas. « Ne t'inquiète pas, elle me doit tout. Elle comprendra. Les mères comprennent toujours. » À ce moment-là, quelque chose s'est fissuré définitivement. Pas en lui, en moi. L'image de mon enfant, celle que je protégeais encore. Il a raccroché. Il a remis le téléphone sous l'oreiller. Il s'est recouché avec une précision presque professionnelle. Il a tiré le drap sur ses jambes, les a immobilisés, comme on range un mensonge. Puis il s'est tourné vers moi. « Maman, tu dors ?» Je n'ai pas répondu, j'ai respiré, j'ai laissé passer quelques secondes. « Oui », ai-je murmuré enfin, « je suis là. »
Il a fermé les yeux, son visage s'est adouci instantanément, comme si le danger était écarté. Moi, je suis restée éveillée jusqu'à l'aube. Je regardais le plafond. Je pensais à Jacques, à ses mains honnêtes, à l'atelier bâti point par point, et à cette phrase, entendue trop tard, « Elle signera ». Non, je ne crierai pas, je ne dénoncerai pas, je n'arracherai pas le masque, je ferai autre chose. J'observerai, comme on observe un tissu avant de décider où couper. Au matin, j'ai fait comme si de rien n'était. C'est étrange la capacité d'une mère à sourire avec une lame dans la gorge. J'ai aidé Adrien à se redresser, j'ai replacé l'oreiller, je lui ai demandé s'il voulait un yaourt ou un café. Il a joué son rôle, lui aussi, avec une application presque touchante. La comédie avait 2 acteurs désormais, et je savais le texte. Quand il s'est rendormi après la visite du médecin, je suis sortie. J'avais besoin d'air, mais surtout, j'avais besoin d'un endroit où mon visage pouvait se défaire sans témoin. Dehors, Lyon était couverte d'un voile humide. Je suis descendue vers la Saône, à pied, sans réfléchir. Les pavés étaient luisants. L'eau roulait lentement, comme si elle portait des secrets qu'elle ne voulait pas remuer. Je me suis arrêtée près d'une rambarde, là où l'on voit les façades se refléter. Et je me suis surprise à écouter le silence entre 2 voitures, entre 2 voix. Ah, Jacques disait que l'eau vous apprend la patience. Moi, ce matin-là, elle m'apprenait autre chose. La dignité. Je n'ai pas pleuré pour la trahison tout de suite. Je n'en avais pas encore la place. Je pleurais plutôt pour mon aveuglement, pour ces années où j'avais confondu l'amour avec l'effort et l'effort avec la réussite. Adrien, je l'avais élevé seul une partie du temps, puis avec Jacques, dans une maison où l'on parlait souvent de s'en sortir. À Lyon, on aime les beaux métiers, les belles tables, et sans le vouloir, on transmet cette idée dangereuse que la valeur d'un être se mesure à son costume, à son poste, à son salaire. Je revois Adrien à 15 ans, penché sur ses cahiers, les épaules tendues. Il voulait être quelqu'un. Il disait ça, comme on dit, « je veux respirer ». Et moi, je le félicitais quand il ramenait des notes parfaites. Je l'embrassais plus fort quand il gagnait. Je croyais l'encourager. Je l'ai peut-être enfermé. Parce qu'un enfant à qui l'on apprend que l'échec est honteux finit par préférer le mensonge à la chute. Je me suis assise sur un banc. J'avais froid. J'ai pensé à l'atelier, à mes rouleaux de tissu, aux patrons en papier brun, aux boutons classés par couleur. Tout ça, c'était pas seulement du travail, c'était la mémoire de Jacques. Sa voix dans les murs, son rire quand une cliente chipotait sur 3 millimètres. La preuve qu'on peut bâtir une vie sans tricher. Et mon fils voulait vendre ça pour sauver un orgueil. Je me suis surprise à murmurer, comme si Jacques était à côté de moi, « Qu'est-ce que j'ai raté ?» La réponse est venue, non pas en phrases, mais en sensations, une lourdeur au creux de l'estomac, une lucidité sèche. Je n'avais pas raté mon fils, je l'avais aimé. Mais je l'avais aimé avec mes peurs, mes ambitions, mon besoin qu'il soit protégé du monde. Et le monde, il l'avait rattrapé autrement. Par les chiffres, par le regard des autres, par cette panique très parisienne de tomber du bon côté de la vie ou de disparaître. Je me suis relevée, j'ai longé la Saône. Le brouillard faisait des halos autour des lampadaires. Des joggeurs passaient, indifférents vivants. Une femme promenait un petit chien. Tout continuait. Et moi, je prenais une décision. Pas une décision de vengeance bruyante. Non, je ne voulais pas le punir comme on punit un ennemi. Je voulais le ramener à la vérité, même si ça devait faire mal. Surtout si ça devait faire mal. Je suis rentrée à l'hôpital avec des gestes calmes. J'ai salué les infirmières. J'ai demandé des nouvelles, poliment. J'ai repris ma place au chevet d'Adrien. Il m'a regardée avec ses yeux fatigués, si crédibles. « Maman, tu es sortie ?»« Oui, ai-je dit doucement. J'avais besoin de marcher un peu. » Il a soupiré comme soulagé. Il croyait que je marchais pour supporter sa paralysie. Je l'ai observé. Les micro-mouvements, les tensions dans ses épaules quand on parlait d'argent, la façon dont son regard allait vers l'oreiller parfois comme vers un coffre. Et je me suis dit, ah Hélène, maintenant tu sais. Maintenant, il faut coudre autrement, point par point, sans déchirer. Je ne lui laisserai pas vendre l'atelier, mais je ne lui laisserai pas non plus croire qu'on peut marcher toute sa vie sur un mensonge sans finir par boiter de l'âme. Alors j'ai pris une inspiration et j'ai préparé dans ma tête le prochain geste, le prochain mot, le prochain piège doux,
celui qui ne ferait pas couler du sang, mais qui ferait couler la vérité. Le lendemain, j'ai apporté un panier. Pas un panier triste, pas un sac en plastique d'hôpital, un vrai panier, tressé, comme ceux qu'on prend au marché Saint-Antoine. À l'intérieur, j'avais glissé des quenelles, un petit pot de sauce Nantua, du pain de campagne encore tiède et une bouteille de Beaujolais que Jacques gardait pour un jour heureux. J'avais hésité, puis je l'avais prise quand même. Parce que parfois, pour parler de la vérité, il faut une table, même si la table est un plateau d'hôpital. Quand je suis entrée dans la chambre 302, Adrien a souri. Il avait ce sourire de fils modèle, ce sourire qui demande pardon avant même d'avoir fauté. Il a fixé le panier, un peu trop vivement. Tu as apporté tout ça? Oui, ai-je répondu. On ne peut pas vivre ici seulement avec des compotes, hein. Il a ri doucement, puis il a grimacé, comme si rire lui rappelait sa souffrance. Il a replacé sa main sur sa cuisse, théâtralement. J'ai détourné les yeux. Je n'avais pas envie de le démasquer. Pas encore. Il fallait que ce soit lui qui se démasque. J'ai posé le panier sur la petite table roulante. J'ai arrangé les choses lentement, avec une précision d'atelier. Le pain d'un côté, les quenelles de l'autre, la bouteille au milieu, le geste calme d'une femme qui a passé sa vie à rendre les choses présentables, même quand le cœur est en vrac. « On ne va pas boire, maman, a-t-il dit, faussement sérieux. Les médicaments. Je sais, ai-je répondu. C'est juste pour l'odeur, pour le souvenir. Il a baissé les yeux. Un souvenir, ça ne se négocie pas, ça vous prend. Je me suis assise, j'ai attendu qu'il me regarde vraiment, pas avec ses yeux de fils qui réclament, avec ses yeux d'homme qui écoute. Tu te souviens, ai-je commencé, quand ton père a eu sa première grosse commande? Adrien a haussé légèrement les épaules, vaguement. Je n'ai pas insisté. J'ai continué, comme on déroule un tissu sur une table. C'était une maison de couture du quartier d'Ainay. Il voulait des doublures en soie, des finitions propres. Ton père était si fier qu'il n'a pas dormi pendant 2 nuits. Il disait « Hélène, si je rate, on est fini. » Adrien m'écoutait. Je voyais sa gorge bouger quand il avalait sa salive. « On n'avait pas d'argent, » ai-je ajouté. Alors il a fait quelque chose de simple. Il est allé voir le fournisseur. Il a expliqué. Il a demandé un délai, il a promis de payer point par point comme il cousait. Et tu sais ce que le fournisseur a répondu? Adrien a murmuré. Je ne sais pas. Il a dit, je vous fais confiance parce que vous me regardez dans les yeux. Je me suis arrêtée. J'ai laissé un silence, un de ces silences qui obligent les gens à combler ou à se taire. Adrien a détourné le regard vers la fenêtre. Un éclat de honte très rapide a traversé son visage. Il a disparu aussitôt. « Pourquoi tu me racontes ça ?» a-t-il demandé, un peu sèchement. Je n'ai pas sursauté, je m'y attendais. « Parce que ton père avait peur, » ai-je dit doucement, mais il ne mentait pas. Il avait honte parfois, oui, mais il ne trichait pas. Il ne demandait pas aux autres de payer pour ses illusions. À ce moment-là, Adrien a tressailli, pas dans les jambes, dans le torse, comme si une aiguille venait de piquer trop près. « Tu veux parler de quoi, maman ?» a-t-il soufflé. Je me suis penchée légèrement, comme si je lui confiais une tendresse. « Je veux parler de toi, ai-je dit, de ce que tu portes, de ce que tu ne me dis pas. » Il a eu un rire nerveux. « Tu t'inquiètes trop. »« Peut-être, ai-je répondu, mais je suis ta mère et je connais la différence entre la douleur et la peur. » Ses yeux se sont posés sur moi, enfin, un regard plus nu, moins contrôlé. Je n'ai pas parlé de la nuit, je n'ai pas parlé du téléphone. Je n'ai pas parlé des mots entendus. Je lui ai offert une porte de sortie. Si tu as fait une erreur, ai-je dit, tu peux la nommer. Une erreur nommée, c'est déjà une moitié de chemin. Adrien a serré les dents. J'ai vu son orgueil se dresser comme un mur. Puis, derrière le mur, une fatigue immense. Celle d'un homme qui tient un mensonge à bout de bras. Il a murmuré « J'ai juste besoin de temps. » Le temps, ai-je répondu, ne répare pas tout. Parfois, il empire. J'ai pris un morceau de pain, je l'ai rompu en 2. Un geste simple, presque biblique, mais je n'avais pas l'intention de jouer la sainte. Je voulais seulement rappeler la maison, la vraie. Tu sais, ai-je repris, l'atelier, ce n'est pas un bâtiment, c'est ton père, c'est moi, c'est toi, enfant, qui jouais sous la table de coupe. Si un jour quelqu'un me demande de le vendre, je devrais savoir pourquoi. Adrien a blêmi, il a essayé de sourire. Personne ne te demandera ça. Ah, il mentait bien, trop bien.
Je l'ai regardé avec une douceur qui devait lui donner confiance. J'ai posé ma main sur la sienne. « Alors dis-moi, Adrien, » ai-je murmuré presque tendre, « qu'est-ce que tu caches sous ton oreiller ?» Le silence qui a suivi ma question était plus lourd que tout le reste. Adrien a cligné des yeux trop vite. Il a essayé de rire, ce petit rire léger qui, autrefois, me désarmait. « Sous mon oreiller, tu plaisantes, maman. » Je n'ai pas bougé. Ma main est restée posée sur la sienne, tranquille, chaude comme un poids doux. Dans ma poitrine, pourtant, ça cognait. Mais je voulais qu'il sente autre chose que ma colère. Je voulais qu'il sente qu'il n'y avait plus d'issue facile. Je ne plaisante pas, ai-je dit, je veux comprendre. Il a retiré sa main, doucement, comme on se dégage d'une étreinte sans faire de bruit. Puis il a pris un air offensé, presque blessé. « Tu penses que je mens, avec tout ça, avec ce qui m'arrive ?»« Ah, voilà, la victime, le drap tiré sur l'âme. » J'ai baissé les yeux vers ses jambes immobiles. J'ai fait semblant d'y croire encore, une seconde, juste une seconde, pour ne pas le pousser dans le mensonge plus profond. « Je pense, ai-je répondu, que tu as peur, et que la peur rend maladroit. » Il a soupiré, théâtral. Il a tourné la tête vers le mur. « Tu ne comprends pas Paris, a-t-il murmuré. La pression, les attentes. Je comprends la honte, ai-je dit doucement. Elle existe aussi à Lyon. » Il a serré les dents, il n'a plus parlé. La conversation s'est dissoute dans le bruit du couloir. Un chariot a passé, une porte a claqué. La vie continuait, indifférente. Et moi, j'ai compris que le face-à-face ne suffirait pas. Adrien ne tomberait pas tout seul. Il fallait une corde. Une corde de réalité. Pas pour l'étrangler, pour le retenir avant qu'il ne se jette plus loin. Le soir même, quand il s'est assoupi, j'ai quitté la chambre. J'ai marché jusqu'au hall, puis dehors, sous les néons. Il pleuvotait. Une pluie fine qui colle aux cils. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé quelqu'un que je n'avais pas appelé depuis des années. Un ami de Jacques. Un homme qui avait grandi dans le même quartier que nous, qui avait commencé comme livreur, puis qui avait monté sa société, et qui un jour avait prêté à Jacques sans papier, juste avec une poignée de main. Il s'appelait Marc. Il a décroché au deuxième appel. « Hélène, ça alors, tout va bien ?» Sa voix était toujours la même, un mélange de chaleur et de prudence, comme quelqu'un qui a vu trop de gens tomber. « Non, ai-je répondu. Adrien est à l'hôpital et j'ai besoin de te parler. » Il n'a pas demandé plus. Il a dit seulement où tu es. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café près des quais. Pas un endroit chic, un endroit simple où la vapeur des tasses brouille les visages. Marc est arrivé avec son manteau mouillé, les cheveux grisonnants, les yeux encore vifs. Il m'a regardé longtemps. « Tu as l'air plus pâle que d'habitude. » Je me suis forcée à respirer. « Marc, est-ce que tu connais les gens à qui Adrien doit de l'argent ?» Il n'a pas eu l'air surpris. Juste triste. Il a hoché la tête lentement. « Oui, je connais, ça tourne. Paris est petit quand il s'agit de dettes. » Je n'ai pas demandé les détails. Je ne voulais pas entendre des noms, des chiffres, des humiliations. Pas encore. Je peux payer, ai-je dit. J'ai des économies. Pas assez pour tout, mais assez pour arrêter l'hémorragie. Marc a posé sa tasse. « Hélène, ne fais pas ça. » « Je ne le fais pas pour son confort, ai-je murmuré. Je le fais pour qu'il ait une chance de se relever. Marc a soupiré. « Tu sais ce que ça va provoquer. Il va recommencer. » J'ai serré ma serviette entre mes doigts. Pas si on fait les choses autrement. Il m'a regardé, interrogatif. « Je veux un accord, ai-je dit. Mais pas un chèque en silence. Je veux que tu transmettes une condition. » Marc a penché la tête. « Laquelle ?» J'ai senti ma voix se durcir, juste ce qu'il faut. « Adrien doit avouer, à moi et aux créanciers. Il doit reconnaître la dette, dire la vérité, sans mise en scène, sans drap tiré sur le mensonge. » Marc est resté immobile, puis il a murmuré. « C'est risqué, il peut refuser. »« Alors je ne paie pas, ai-je répondu. Je préfère le voir tomber une fois que de le regarder boiter toute sa vie en croyant qu'on peut tricher sans conséquence. » Marc a laissé passer un silence, un vrai, puis il a hoché la tête. « D'accord, je vais parler. Mais Hélène, prépare-toi. Quand un homme ment pour sauver son orgueil, il mord parfois ceux qui l'aiment. » J'ai regardé la pluie derrière la vitre. Les lumières de Lyon se reflétaient dans l'eau, tremblante. « Je suis prête, » ai-je soufflé. Et cette fois, je ne fermerai pas les yeux. En sortant du café, j'ai senti quelque chose d'étrange. Pas de la victoire, non, une gravité calme, comme quand on coupe enfin le tissu après l'avoir longtemps hésité.
Je retournai à la chambre 302 avec une compassion intacte, oui, mais aussi avec une règle neuve. La vérité désormais aurait un prix, et Adrien devrait le payer debout. Elle est arrivée un matin trop parfumé pour un hôpital. Avant même d'ouvrir les yeux, j'ai su qu'elle était là. Cette odeur de fleurs blanches insistante, presque agressive, celle qui veut masquer quelque chose. Quand j'ai levé la tête, je l'ai vue dans l'embrasure de la porte de la chambre 302. Élise, la femme d'Adrien, grande, élégante, un manteau clair parfaitement coupé, un sac de cuir posé contre sa hanche comme une arme discrète. Elle a souri, ce sourire qui ne demande pas la permission d'entrer. Elle n'a pas regardé Adrien tout de suite. Elle m'a regardé, moi, de bas en haut. Une évaluation silencieuse. « Hélène, je suis soulagée de vous voir », a-t-elle dit. Sa voix était douce, trop douce. Adrien m'a tellement inquiétée. Je me suis levée lentement. Je n'avais pas dormi beaucoup, mais je tenais droite, comme une lionnaise qui a appris à ne pas se dissoudre. « Il dort », ai-je répondu. « Parlez doucement. » Elle a hoché la tête, faussement respectueuse. Puis elle s'est approchée du lit, a effleuré la main de mon fils, a soupiré comme on soupire devant une scène qu'on connaît déjà. Les médecins disent quoi? Qu'il faut attendre. Ah, attendre! Elle a serré les lèvres. L'impatience passait toujours chez elle par le contrôle. Elle s'est tournée vers moi. « Hélène, il faudrait qu'on parle. » Je n'ai pas dit non, je n'ai pas dit oui. Je me suis simplement dirigée vers le coin de la chambre, près de la fenêtre. Elle m'a suivie. « Vous savez, a-t-elle commencé, Adrien et moi, on a beaucoup de projets et cette situation complique tout. » Je l'ai regardée, ses mains impeccables, ses ongles soignés, pas une trace d'inquiétude réelle, seulement de la contrariété. « Les projets, ai-je dit doucement, ont parfois besoin de ralentir. » Elle a souri, crispée, pas quand les échéances tombent. Puis, sans détour, elle a sorti une chemise de son sac, des papiers, trop propres, trop prêts. « Il y a l'atelier, a-t-elle dit, à Lyon. Vous êtes seul, fatigué. Ce serait plus raisonnable de vendre. Adrien en a parlé avant l'accident. » Avant l'accident, ah! J'ai senti quelque chose se figer en moi, mais mon visage est resté calme. « L'atelier n'est pas à vendre, ai-je répondu. Elle a penché la tête comme si elle s'adressait à une enfant. « Hélène, soyez réaliste. Vous ne pourrez pas continuer éternellement, et Adrien a besoin de sécurité, d'un redémarrage. » Je l'ai observée. Elle parlait de mon fils comme d'un dossier à rééquilibrer, pas comme d'un homme à sauver. Je me suis approchée de mon sac. J'en ai sorti une enveloppe, épaisse, jaunie sur les bords. Avant de parler de vente, ai-je dit, lisez. Elle a hésité, puis elle a pris l'enveloppe, à l'intérieur des lettres. L'écriture de Jacques, penchée, régulière. Des lettres qu'il m'avait écrites les premières années de l'atelier, quand tout était fragile. Élise a lu quelques lignes. Son sourire s'est effacé peu à peu. Un jour, Adrien comprendra que la vraie réussite, ce n'est pas d'impressionner, mais de tenir parole. Elle a relevé les yeux troublés. « Pourquoi vous me montrez ça? » « Parce que vous confondez le confort et la dignité, ai-je répondu, et parce que mon mari croyait aux gens, pas aux apparences. Elle a refermé l'enveloppe, un peu trop brusquement. « Ce sont des sentiments, a-t-elle dit. Le monde ne fonctionne plus comme ça. » Je me suis rapprochée, très près, sans agressivité. « La vraie élégance, ai-je murmuré, ce n'est pas ce manteau, c'est ce qu'on fait quand personne ne regarde. » Elle a blêmi, pas de colère, de déstabilisation. « Je ne signerai rien, ai-je ajouté, ni aujourd'hui ni demain, et je vous conseille de ne plus mettre la pression sur un homme qui ment déjà trop. » Elle a reculé d'un pas. « Vous accusez votre propre fils ? » « Je le protège, ai-je répondu, différemment que vous. » À ce moment-là, Adrien a bougé dans le lit. Il avait entrouvert les yeux. Il avait tout entendu. Son regard est passé de moi à Élise. Quelque chose s'est fissuré. Pas encore la vérité, mais l'image qu'il avait construite. Élise a ramassé son sac. Elle n'a plus souri. « Nous reparlerons, a-t-elle dit sèchement. « Non, ai-je répondu calmement. Vous, peut-être. Moi, j'ai déjà compris. » Quand elle est sortie, la chambre a semblé respirer. Adrien est resté silencieux. Son visage étendu, pris entre deux mondes. Je me suis assise près de lui. « Tu vois, ai-je dit doucement, les fantômes ne font pas toujours peur. Parfois, ils révèlent simplement ce qu'on refuse de regarder. » Il a fermé les yeux. Une larme a glissé, malgré lui. Et moi, j'ai su que le mensonge commençait à se fatiguer. La journée avait été longue.
Après le départ d'Élise, quelque chose flottait dans la chambre 302, un air plus lourd, presque électrique. Adrien parlait peu. Il répondait par oui, par non. Son regard évitait le mien, mais je sentais qu'il me cherchait sans cesse, comme un enfant qui vérifie que sa mère est encore là quand la nuit tombe. En fin d'après-midi, un médecin est passé. Il a parlé de complications possibles, de surveillance accrue. J'ai hoché la tête, attentive. Adrien semblait à moitié absent. Quand le médecin est sorti, je suis restée seule quelques minutes avec lui. Je savais ce que j'allais faire, et pourtant, j'ai hésité. Mentir n'a jamais été dans ma nature. Mais parfois, la vérité a besoin d'un détour pour atteindre le cœur. Le soir est tombé. Les lumières de Lyon se sont allumées une à une derrière les stores. Je me suis levée pour aller parler à l'infirmière, puis au médecin de garde. Je savais qu'Adrien pouvait entendre depuis son lit. J'ai modulé ma voix, pas trop forte, pas trop basse. « Docteur, j'ai réfléchi, ai-je dit. Si jamais il y a une aggravation, si son rein est touché, je veux qu'on fasse les examens nécessaires. » Le médecin m'a regardé, surpris. « Madame, pour l'instant, il n'y a aucune indication. » Je l'ai interrompu doucement. « Je sais, mais s'il fallait, je suis prête. Un rein, on peut vivre avec un seul, non ?» Il a froncé les sourcils, mal à l'aise. « Madame, ce n'est pas à l'ordre du jour. Je veux juste que ce soit noté, ai-je insisté. Je suis sa mère. » Le médecin a soupiré, a griffonné quelque chose dans le dossier, puis est parti. Je suis restée debout quelques secondes. J'ai senti derrière moi un mouvement. Adrien était assis, pas complètement redressé. Juste assez pour me regarder. Son visage était défait, plus de masque, plus de rôle. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» a-t-il murmuré. Je me suis tournée vers lui. Lentement, j'ai vu ses mains trembler. « Rien, ai-je répondu doucement. Je fais mon travail de mère. »« Un rein ?» Sa voix s'est brisée. « Tu ferais ça ?» Je me suis approchée, j'ai posé ma main sur sa joue. Elle était chaude, vivante. « Pour toi, ai-je dit. Oui. » Il a secoué la tête, violemment. « Non, non, tu ne peux pas. Tu ne comprends pas. » Je comprenais trop bien. Et lui, enfin, ne comprenait plus comment tenir debout sur son mensonge. Il a respiré vite, trop vite. Ses yeux se sont remplis de larmes. « Maman, arrête. » « Pourquoi ?» ai-je demandé sans dureté. « Parce que tu as peur pour moi ou parce que tu sais que je souffre pour une chose qui n'existe pas ?» Il a baissé la tête. Ses épaules se sont affaissées, comme si tout le poids qu'il portait depuis des mois venait de tomber d'un coup. « Je ne suis pas paralysé, a-t-il soufflé. Le mot est tombé. Nu, irrévocable. Je n'ai pas réagi tout de suite, je l'ai laissé résonner, parce qu'une vérité qu'on interrompt se défend encore. « Je me suis plantée, a-t-il continué, la voix rauque. J'ai voulu aller trop vite, montrer que j'étais à la hauteur. J'ai perdu de l'argent, beaucoup. Et quand l'accident est arrivé, j'ai vu une sortie, une lâcheté. » Il a levé les yeux vers moi enfin. « Je ne voulais pas te faire du mal. Et pourtant, ai-je murmuré, c'est ce que tu as fait. » Il a hoché la tête en pleurs. « Quand je t'ai entendu parler de donner ton rein, j'ai compris. J'étais prêt à te laisser souffrir pour sauver ma façade. » Ses sanglots étaient ceux d'un enfant, pas d'un financier, pas d'un mari ambitieux, d'un fils. Je me suis assise sur le bord du lit. Je l'ai pris dans mes bras, pas pour effacer ce qu'il avait fait, mais pour l'empêcher de fuir encore. La vérité fait peur, et je dis doucement, mais elle ne tue pas. Ce sont les mensonges qui paralysent. Il s'est accroché à moi comme autrefois quand il tombait à vélo. À cet instant, j'ai su que la partie la plus difficile était passée. Il restait encore à réparer, à affronter le monde, les dettes, les regards. Mais le mur venait de tomber, et pour la première fois depuis l'appel de l'hôpital, j'ai respiré sans douleur. Il n'a pas voulu avouer dans la chambre 302. Dès le lendemain, il était redevenu raide, comme si les murs blancs avaient enregistré son humiliation. Il parlait peu, évitait le personnel et surtout, il refusait mon regard quand il croyait y voir du jugement. « Maman, on sort d'ici », a-t-il dit d'une voix basse. « Je ne peux pas ici. » Je n'ai pas insisté. J'ai compris. Certaines vérités ont besoin d'un ciel au-dessus d'elles, pas d'un plafond. Le médecin a accepté une sortie encadrée, quelques heures, pour air et morale. Adrien s'est mis dans un fauteuil roulant, par prudence et par reste de théâtre. Il avait honte de sa honte. Dehors, Lyon l'a accueilli comme une grande scène. Le froid lui a mordu les joues. Les façades du centre-ville étaient nettes, presque insolentes de beauté.
Nous avons pris un taxi. Il n'a pas parlé pendant le trajet. Ses doigts jouaient avec la fermeture de sa veste, nerveux, comme s'il cherchait une couture invisible à défaire. « Bellecour », a-t-il dit au chauffeur. Quand nous sommes arrivés, la place s'est ouverte devant nous comme un souffle. L'immense espace, les passants, les vélos, les regards qui glissent sans s'arrêter. La statue de Louis XIV trônait là, indifférente, et au loin, les rues rayonnaient vers les quartiers, vers les vies. Adrien a voulu marcher. Il s'est levé du fauteuil. Il a fait 2 pas, puis il s'est arrêté, comme si le sol lui rappelait qu'on ne marche pas impunément sur des mensonges. Je me suis tenue à côté de lui. Je n'ai pas parlé. Je l'ai laissé choisir le moment. Il avait besoin de sentir que c'était lui qui reprenait la direction. Nous avons avancé lentement vers le centre de la place. Le vent faisait claquer les drapeaux. Un groupe de touristes riait. Un enfant courait derrière un ballon. Tout cela continuait. Et cette normalité était presque cruelle. Adrien a inspiré profondément. Puis il s'est tourné vers moi et ses yeux n'étaient plus ceux d'un homme qui négocie. C'étaient ceux d'un fils qui ne sait pas comment survivre à sa propre faute. « Maman », a-t-il dit, « je suis désolé. » Le mot est sorti, enfin. Il a tremblé. Il a été vrai. Il a regardé autour de nous, comme s'il cherchait un endroit où se cacher, mais il n'y avait nulle part. Bellecour ne cache rien. Bellecour expose. Alors il a fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé de lui. Lui, le garçon impeccable, l'homme de Paris, le mari de la femme au parfum trop fort. Il s'est mis à genoux, là sur les pavés froids. Je l'ai entendu expirer comme si sa poitrine se vidait d'un poison. « Je t'ai menti », a-t-il soufflé. Je n'ai pas été paralysée. J'ai simulé, j'ai voulu te faire vendre l'atelier, je voulais de l'argent pour combler des dettes. Il a levé la tête vers moi. Ses larmes glissaient sans qu'il les essuie. J'ai investi dans des choses stupides, du vin, de l'immobilier, des promesses. Je voulais prouver à Élise, à mon bureau, à tout le monde que j'étais quelqu'un. Et quand ça s'est effondré, j'ai paniqué. Il a serré les poings. Je me suis dit que toi, tu me sauverais, comme toujours. Sa voix s'est brisée sur comme toujours, parce que c'était ça le noyau, l'habitude de s'appuyer sur l'amour jusqu'à l'abîmer. Je l'ai regardé, longtemps. Je n'avais aucune envie de le gifler. La colère, oui, était là, mais elle était mélangée à une tristesse épaisse, une tristesse de mère qui voit son enfant devenir un homme et découvrir qu'il a des zones sombres. Autour de nous, quelques regards se sont arrêtés, curieux. Adrien n'a pas bougé. Il acceptait enfin d'être vu tel qu'il était. Je me suis accroupie pour être à sa hauteur. J'ai posé mes mains sur ses épaules. « Je ne souffre pas parce que tes jambes n'étaient pas blessées », ai-je dit doucement. « Je souffre parce que ton âme, elle, boitait. » Il a fermé les yeux comme frappé. Je l'ai aidé à se relever. Je l'ai pris dans mes bras. Pas un câlin d'excuse. Un câlin de réalité. « Debout », ai-je murmuré à son oreille. « Tu vas apprendre à marcher avec la vérité. » Il s'est accroché à moi un instant, puis il a reculé, essuyant enfin ses joues. « Je vais tout dire », a-t-il promis, « aux créanciers, à Élise, à tout le monde. » Je n'ai pas répondu tout de suite, parce que la promesse, je la connaissais, et je savais que ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on dit au milieu de Bellecour, c'est ce qu'on fait le lendemain, dans les détails. Je lui ai simplement dit « alors on rentre » et on commence. Le taxi nous attendait encore. Lyon respirait. Et dans ce souffle, il y avait quelque chose de neuf, un mélange de honte et de courage. La vérité avait enfin pris l'air. Elle ne retournerait plus sous un oreiller. Nous ne sommes pas rentrés à l'hôpital comme on rentre vaincu, mais comme on rentre au travail après une longue maladie. Adrien a tenu sa promesse, non pas en grande déclaration, mais en gestes concrets. Le lendemain, il a appelé Marc avec moi devant moi, pas en cachette. Sa voix tremblait, mais elle ne fuyait pas. « Je dois de l'argent. Je vous ai menti. Je veux régler. Je veux un plan. » Marc a parlé peu. Il a écouté. Puis il a donné un rendez-vous. Une adresse, une heure. Adrien a noté sans discuter. Quand il a raccroché, il avait l'air plus petit, mais plus vrai. La sortie de l'hôpital s'est faite sans drame. Le personnel a juste été surpris de le voir marcher, simplement, calmement. Adrien a baissé la tête, et moi, je n'ai pas cherché à expliquer. Ce n'était pas leur histoire, c'était la nôtre. Il est venu à Lyon, chez moi, dès la semaine suivante. Pas dans un appartement chic, pas dans un hôtel, chez sa mère.
La première nuit, il a dormi dans son ancienne chambre, celle où les postets avaient disparu depuis longtemps, mais où l'odeur du bois ciré restait la même. Je l'ai entendu bouger dans le lit, longtemps. La vérité, ça tient éveillé. Le lundi matin, je l'ai emmené à l'atelier. La porte a grincé comme toujours. Les machines étaient là, alignées, fidèles. Le grand plan de coupe portait encore une marque d'encre bleue. J'ai allumé les néons. La lumière a révélé la poussière fine, les bobines, les ciseaux. Adrien a regardé tout ça comme on regarde un lieu sacré qu'on avait trahi. « Je ne mérite pas », a-t-il commencé. « Tu ne viens pas ici pour mériter », ai-je coupé doucement. « Tu viens pour réparer. » Je lui ai donné une blouse, une simple blouse grise, rien de parisien, rien de brillant. « Tu seras un employé », ai-je dit, « un vrai. Tu commenceras par ranger, porter, nettoyer, et tu me rembourseras, point par point. » Il a hoché la tête, sans protester. J'ai senti en moi une émotion étrange. Pas de triomphe. Une paix austère, comme quand un ourlet tombe enfin juste. Élise a tenté de revenir, des appels, des messages. Elle parlait d'images, de carrière, de solutions rapides. Adrien n'a pas répondu tout de suite. Puis un soir, il a pris son téléphone et il a dit devant moi « Je ne veux plus vivre dans la peur. Je vais assumer. Si tu restes pour la vérité, pas pour l'argent. » Je n'ai pas entendu la réponse d'Élise. J'ai seulement vu le visage d'Adrien après l'appel, fermé, puis soulagé, comme si un fil qui l'étranglait venait de céder. Les semaines ont passé. Les dettes ont été traitées comme on traite une blessure, lentement, proprement, sans maquillage. Marc a mis en place un échéancier. Adrien a accepté des sacrifices. Il a vendu ce qu'il pouvait vendre de lui-même, pas de moi. Il a appris à dire « je ne peux pas ». Il a appris à supporter le regard des autres sans se tordre. Et moi, j'ai continué à coudre, à mesurer, à parler aux clientes, à respirer Lyon, ses marchés, ces matins froids, ces soirs où la ville sent la châtaigne et la pierre humide. Quand décembre est revenu, Lyon s'est mise à briller. La fête des Lumières, 4 nuits où la ville se couvre de bougies, d'ombres dansantes, de façades qui deviennent des écrans de poésie. Je n'y étais pas allée depuis la mort de Jacques. Je n'avais pas le cœur. Cette année-là, Adrien m'a regardé et a dit « On y va, maman ». Nous avons acheté 2 petites bougies dans un sachet de papier. Nous avons marché jusqu'au bord de la Saône. Il y avait des familles, des couples, des vieux, des enfants, et cette douceur collective, rare, comme si la ville entière décidait de ne pas s'abîmer. Adrien a allumé sa bougie. La flamme a tremblé, puis s'est stabilisée. Je l'ai imité. Nos 2 lumières ont vacillé côte à côte. Il a murmuré « Je croyais que pardonner, c'était oublier. » Je l'ai regardé. J'ai vu dans ses yeux la fatigue de celui qui a enfin cessé de jouer. « Non, ai-je répondu. Pardonner, c'est refuser que la faute devienne une prison. Mais on n'oublie pas, on apprend. » Il a baissé la tête. « Tu es forte. » Je n'ai pas souri. « Je suis une mère, ai-je dit. Et une mère n'est pas faible quand elle sauve un enfant, même contre ses mensonges. » Nous sommes restés un moment silencieux à regarder les reflets des lumières sur l'eau. Je pensais à Jacques, à sa main sur ma nuque, à ses phrases simples. Je me suis dit qu'il aurait été fier, pas parce que son fils avait réussi, mais parce qu'il avait enfin choisi la vérité. Au retour, Adrien m'a proposé de porter le sac. Un détail, un geste minuscule, et pourtant il avait le poids d'une réparation. Je n'ai pas vendu l'atelier. Il est resté debout avec ses murs, ses tissus, sa mémoire. Et Adrien a recommencé à marcher, pas avec ses jambes, avec sa conscience. La forgiveness n'est pas une faiblesse, c'est une manière de sauver une vie sans se perdre soi-même. Quand Hélène m'a confié son histoire, j'ai compris une chose simple et dure à la fois. Parfois, la plus grande trahison ne vient pas de l'extérieur. Elle naît au cœur même de l'amour. Et pourtant, ce récit n'est pas seulement une histoire de mensonge, c'est une histoire de réveil, de frontières posées avec douceur, de cette force silencieuse qui ne hurle pas, mais qui tient bon. Alors je vous demande, si vous étiez à la place d'Hélène, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous dénoncé tout de suite, au risque de briser définitivement le lien? Ou auriez-vous choisi, comme elle, la voie lente, observer, comprendre, puis obliger la vérité à sortir, sans détruire l'autre? Et vous, dans votre vie, est-ce qu'il y a déjà eu un moment où quelqu'un vous a demandé de payer pour ses erreurs? Comment avez-vous protégé votre cœur sans vous transformer en pierre? Est-ce que vous pensez que pardonner peut aller avec des conditions,
comme un cadre qui sauve plutôt qu'il n'écrase. Si cette histoire vous a touché, racontez-moi en commentaire ce que vous en retenez, même une phrase, même un souvenir. Et si vous préférez écrire en privé, vous pouvez m'envoyer votre témoignage à l'adresse mail épinglée dans la description. Parfois, poser les mots, c'est déjà commencer à marcher plus droit. Fat so I can make it through another day. Did you mean feet? I can do with everything. Are you okay? The web infrastructure is already in place. Is it really? No, fart. You wanted fart? Did the dog fart count? Did that work? Did that do it for you? I live to serve, you know? It's enough for me. I love to hear that. What do I get in return? Oh, Resend, heading off, Holly. Bye, Coops. Hell yeah, we did it. We did it, guys. Everyone, it's all going to be okay. You get to smell it. Yeah. Yeah. I do, thank you. Oh, getting over it. Bye, Coops. Are we gonna... How do I make crowd control go away? Oh, is that why that wasn't... Here we go. 500 is fucking huge, right? Okay. Oh my god, this is annoying. Okay. Can you say a bottle of water to me? Sorry. Shit! I just fucking read it! Can you give me some money anyway? Sorry. No, but if you give me some money, I'll do it in the way that you want me to do it in. It's not funny in my normal accent. Fuck's sake. He's having a scritch. Fuck's sake. She's fair and she'll do it. What's it worth to you, Irony? To humiliate myself in such a way? Why am I in the middle of the screen? Oh, Ophelia. There I am. Okay. Perfect cane placement. Exclamation mark. Pint. Tip. Oh, I thought that was intentional, Kate. I thought that was a meme. I'm restarting. I spelled it cam first and corrected it. Thanks, everyone. Okay. Who here has never seen this game before? Mouse sensors going up. I'm sure you're okay. I've been playing Last of Us 2 on grounded mode. What's grounded mode? Oh, wait, hang on. I've been, fuck. Hang on. That smells. Hi, Trash. I'm fully souped. Welcome in. Theo had soup for tea. Theo, are you Theo, Trash? Enable. Okay, guys, song request is on. Sadist difficulty. Oh my god, Pecky, I just don't have that in me. After 2 pints. Hi, George. If you would like to request songs, you're welcome to, but they have to be good. You have to not have an ego about me skipping your song, and they have to be songs that are motivational and will power you up the mountain. Thank you. Wait, why are you doing that, Kate? These are all the ways you can give me money, by the way. The lock-in is the best one because you get loads in return for it. There's no feeling more intense. Are there multiple difficulties of this game, Auric? It's just me being me. Is that so you can get some fart money? I would love some fart money. After spending an hour in the community. Okay. You won some money at the casino and then put all your winnings on red, but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just almost, guys, that was pretty slick. That was a pretty good start. If you're not ready for that, okay. Like if you've already had a that bad wasn't day, slick. then what you're about to go through might be too much. There we go. Feel free to go away and come back. There we go.
Okay, nice. I'll be here. There we go. See? Guys, I'm powering. Okay, now, yes, please go lurk, Kate. All right. Oh. Thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take Guys, we're powering. Just find a safe place to stop. So if you don't know, if you're new to the stream, I'll save your progress I have played always. a lot of this game. In fact, let me tell you.